et journaliste littéraire. Donc tu as un blog qui s'appelle L'ivresse des livres, qui est éponyme avec ton recueil de nouvelles. Et aussi, mais tu es aussi journaliste pour la revue Le Carnet et les Instants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, tu es aussi engagé dans la défense de la liberté d'expression. Tu es président honoraire de Pen Club Belgique. Tu es aussi engagé dans la préservation du patrimoine littéraire, donc président de l'association, la fondation Maurice Carême. Et puis tu es aussi membre de différents jurys littéraires. Donc la littérature, l'écriture, c'est ta passion depuis très longtemps. Oui. Oui. Alors je continue, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et en préparant l'interview, j'étais admirative de tout ce que tu donnes de ton temps, d'énergie à la littérature, aux auteurs. Et notamment aussi à travers des interviews, donc papier, mais aussi sonores. Et donc, tu me dis que tu en as écrit et enregistré 1400 environ. Oui. Sur mon site, c'est le journaliste du soir, Alain Lallemand, qui avait fait le calcul, mais à la grande louche. En tout cas, il y en a plus de 1000. Ouais, ça. Il y en a plus de 1000 d'interviews qui sont des interviews radio, sonores, des enregistrements sonores, avant que, à cause ou grâce à la pandémie de Covid et au confinement, je ne bascule vers l'utilisation de Zoom et donc de la mise en ligne sur une chaîne YouTube d'entretien vidéo. Je reste plus chaleureusement partisan de la radio. Je trouve que la radio convient bien à la littérature parce que la radio oblige à une écoute attentive, comme la lecture lente oblige à une attention particulière pour entrer dans les romans, dans les nouvelles, dans la lecture de la littérature. Oui. Donc, mais la vidéo ne m'a pas dérangé parce que ça permettait en période de confinement d'avoir accès très facilement à des auteurs sans qu'ils ne doivent se déranger, ni sans que je doive moi me déplacer. Les interviews que je faisais prioritairement étaient des interviews d'écrivains qui venaient à Bruxelles et donc j'entrais dans les interviews organisées par des attachés de presse. Mais ça permettait, comme moi j'ai un format qui est extensible, de faire des interviews plus en profondeur sur comment on écrit, plutôt que sur « Tiens, monsieur ou madame Antel, vous venez de publier un livre, on va en faire la promotion ». Ça m'intéressait moins que l'écriture elle-même. Oui, c'est ça. Donc il y a une 150aine d'interviews sur la chaîne YouTube, d'auteurs principalement belges, mais pas que. Et donc, moi, il y a des connus, il y a des moins connus, mais parmi les Belges quand même connus, on a Paul Aymon, Jacques de Decker, qui sont quand même deux figures emblématiques et je pense auxquelles tu rends hommage très souvent et qui t'ont inspiré, ce sont des mentors. Oui. Jacques de Decker, principalement, qui est un véritable mentor avec qui j'ai eu le privilège de pouvoir nouer une amitié de plus de 50 ans, puisque je l'ai rencontré lorsque lui débutait comme jeune professeur à l'école d'interprète de Mons, où il enseignait la littérature néerlandaise, et moi j'avais 16 ans, mes études en tant qu'étudiant de langue pour obtenir le diplôme d'interprète et de traducteur pour les langues russes et espagnoles. Et en fait, comme on prenait de temps en temps le train ensemble, comme on avait le même intérêt pour la littérature plus que pour la linguistique, je dirais, on a sympathisé. Je veux dire, il m'a un peu pris sous son aile, ce qui est quand même un privilège pour un jeune étudiant de pouvoir avoir quelqu'un qui pour moi était à l'époque une sorte de modèle et de référence. Il écrivait déjà dans Le Soir des articles qu'on devrait tous relire. Ce sont des leçons de recension littéraire et d'écriture sur la littérature. Et en plus, il mettait en scène et il adaptait des pièces de théâtre. Et donc, c'est à travers lui que j'ai pu être réconforté dans mon goût pour le théâtre, dans mon goût pour la littérature, et dans cette reconnaissance que j'ai à son égard pour l'amitié avec laquelle, mais je ne suis pas le seul parce qu'il a pris beaucoup de jeunes sous son aile, que ce soit dans les conservatoires, dans les écoles de langue ou dans les
des écoles de cinéma comme l'INSAS, où je l'ai retrouvé après. Et Jacques avait cette générosité d'être tout le temps davantage à l'écoute de l'autre que de s'écouter parler ou de vouloir absolument imposer un point de vue ou une connaissance. J'avais écrit une monographie sur Jacques qui s'appelait La faculté des lettres, avec de multiples sens, la faculté, ce qu'apportent les lettres. Et la faculté des lettres, c'est l'endroit à l'université où on apprend les lettres. Et la faculté des lettres, c'est également ce en quoi, faculté de médecine, ce en quoi les lettres peuvent nous guérir ou nous grandir. Et c'est un peu tout cela qui m'a permis d'envisager avec un peu plus d'assurance que je n'en avais. Et pour le théâtre, il y a une anecdote qui est, je trouve, très représentative de ce qu'il était. Il était donc professeur de littérature néerlandaise dans une école d'interprètes internationaux où il y avait plusieurs départements, italien, espagnol, russe, etc. Et il a eu l'idée, pour les 350 ans de la naissance de Molière, de rassembler les départements linguistiques auxquels il avait accès et de proposer, tiens, si nous faisions une représentation multiple de fragments de l'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin-Molière dans les langues, chaque fois, de l'action, dans les langues du lieu où se déroule la pièce de théâtre. Et donc, ça permettait de donner dans l'espace que nous avions, un local où il y avait des cabines d'interprétation et une petite scène pour le contact spectacle vivant. Sur scène, on jouait dans la langue du pays dans laquelle se déroulait l'action un acte d'une pièce de Molière, et en cabine d'interprétation, on jouait le texte original de Molière en français pour ceux qui ne connaissaient pas la langue. Alors, deux exemples. Le premier, parce que j'y étais impliqué, c'est Don Juan, l'acte 2 de Don Juan de Molière, joué en espagnol sur scène, tandis que les interprètes jouaient cette scène où on voit Don Juan qui fuit le commandeur et qui en fait s'arrête quand même sur une plage pour quand même essayer de séduire deux petites paysannes qui sont là. C'est une très, très comédie. Et l'autre pièce dans laquelle je suis intervenu, c'est Le bourgeois gentilhomme, qui se jouait sur scène en russe. Et moi, j'interprétais en français, en cabine d'interprétation. Et c'était une première mondiale. Et Jacques avait l'art d'inventer comme ça des premières mondiales. Et voilà. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo qui a été tournée à ce moment-là par un étudiant en journalisme à l'ULB qui faisait son travail de fin d'études, une captation vidéo de cette pièce. Cet étudiant en journalisme était Jean-Pierre Jaumeau, qui était en même temps professeur de russe. Et donc, il faisait en même temps une thèse et on a retrouvé dans les archives de l'ULB la présentation que Jean-Pierre... Et elle est disponible sur ta chaîne? Et je peux l'envoyer à qui le voudra. Ah oui, sinon on peut... Parce que je ne sais pas si je n'ai pas de problème de droit toujours. Donc, oui, c'est ça. Mais en tout cas, elle est disponible voilà, à la demande. Voilà. Waouh, c'est passionnant. Cool. Ah oui, non, c'était une expérience inouïe. Créativité, donc c'est un homme qui était donc très créatif, innovant. Et généreux. Voilà, c'est ce que j'allais dire, qui vraiment donnait... Dans la monographie que je lui ai consacrée, mais pour ses 60 ans, donc c'était il y a assez longtemps, j'avais trouvé une formule qui me semblait correspondre à ce qu'il était dans la transmission du savoir. Il était d'une érudition sans faille. Il avait l'habitude, selon moi, il avait trouvé une manière d'utiliser ce que j'ai qualifié d'un nouveau temps dans la grammaire, dans la syntaxe de la langue française, c'est le futur invitatif. Donc il y a le présent de l'indicatif, et là il y a le futur invitatif. Ça consiste à dire, tiens, est-ce que vous savez que vous pouvez relire l'Odyssée de Homère dans telle version? Vous allez voir, ça va vous plaire beaucoup. Or, lui, c'est tout de l'Odyssée dont il vous parle, mais il vous invite à y aller par vous-même en vous y invitant. Oui. Voilà, c'est le futur invitatif. Ah, c'est bien ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette transmission, cette relation avec les jeunes écrivains, des jeunes auteurs, des jeunes... Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui ou moins, ou est-ce que ça a évolué? Je pense que ça a évolué, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons accès à tellement d'universités virtuelles qui ne sont pas l'intelligence artificielle, mais qui sont tous les podcasts par lesquels on peut appréhender des connaissances auxquelles on n'avait pas accès autrement que par le contact direct avec l'enseignant, avec le professeur,
Et c'est d'une certaine manière pour ça que moi j'ai voulu, au moment où j'ai commencé à lancer ces interviews, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas, alors que pendant toute mon enfance, moi j'ai écouté la radio, chez moi il n'y avait pas la télévision, Mhm. on n'allait pas au cinéma, il n'y avait pas le téléphone, enfin il y avait que les livres et une radio que j'ai réussi à détourner de la règle de la maison. Et donc moi j'écoutais la radio, mais toujours, jamais des émissions où on diffusait de la musique par exemple, mais toujours des émissions où on Tu parlait, parlais. où on échangeait, par exemple les radioscopies de Jacques Chancel, Oui. ou les émissions de Henri Rohan, qui vit toujours, qui est toujours un ami, mais qui, lorsque j'étais enfant, je l'écoutais raconter des films de cinéma. Il avait une émission qui s'appelait Radio Ciné, et donc il utilisait des fragments de la bande sonore des films qui sortaient, et il racontait les intervalles. Et c'était formidable. Croustillant. Ah oui, non, c'était vraiment une manière par la radio d'aller au cinéma sans y aller. Et de développer son imagination. Absolument. Ça, c'est le rôle aussi du livre. Hein, Oui, du livre sans. c'est Oui, ça. tout à fait. Je pense que c'est important de le souligner, Tout à fait. l'importance du livre, de lire, de continuer à lire pour développer son imagination. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde d'images, de plus en plus, et d'images qui nous sont présentées, et on n'a plus besoin nous-mêmes d'imaginer. Donc, c'est vrai que. Tout à fait. Mais là, dans le recueil L'ivresse des livres, Oui. Je plaide pour le retour à la lecture de fiction, lecture lente, où finalement on peut construire. Dans tous tes livres, il y a ce fil rouge qui est l'écriture. Le Oui, livre, le lien aux mots, tout à fait. c'est quelque chose qui t'habite, qui est vraiment important. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est d'autant plus essentiel et vital aujourd'hui qu'on est en train de perdre la transmission vers les jeunes générations qui sont devant leur écran, devant l'écran de petit format, ce qui veut dire que même l'audiovisuel, ils n'ont pas accès dans la dimension du vrai cinéma, dans la dimension ou même du théâtre, ils n'ont accès qu'à des formats réduits. Et les formats réduits sont aussi ceux utilisés pour ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écrivent, messages courts, des messages avec des abréviations, des messages avec une symbolique qui n'est pas une symbolique qui stimule l'imaginaire. Et je pense qu'un des rôles aujourd'hui de transmetteurs comme toi ou de radio, c'est vraiment de dire, à nouveau le futur invitatif de Jacques de Decker, essayez de lire et vous verrez ce que ça représente. Vous verrez ce que c'est tout d'un coup d'ouvrir un livre et de passer avec le livre le pacte que le lecteur conclut avec la fiction, qui a été formulé par Coleridge, je ne sais pas si tu le connais, qui est une formule absolument merveilleuse. On entre, au moment où on dit « j'ouvre un livre et je vais lire un roman, une nouvelle », on entre dans la décision d'abandonner volontairement son incrédulité. Abandon volontaire de l'incrédulité. Donc je décide volontairement, donc c'est un acte proactif, que je vais entrer dans quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, si ce n'est sous la forme de taches d'encre sur une feuille de papier, parce que je préfère plaider pour le livre papier que pour le livre électronique. Et en passant ce contrat-là, en fait, je prends la décision volontaire d'abandonner tous mes préjugés, d'abandonner tout ce qui est le réel pour rentrer dans un monde que je reconstruis en le lisant, sachant que le lecteur, en réalité, écrit le livre qu'il lit. Sinon, le processus ne fonctionne pas. J'adore ça, le lecteur écrit le livre qu'il lit. Si vous lisez un livre, depuis la première ligne du livre, l'image vient de ce que vous lisez, qui n'est pas nécessairement celle que l'auteur a eue au moment où il l'écrivait. C'est pour ça que quand il y a une adaptation au cinéma ou en télévision d'un roman, l'auteur initial se dit ce n'est pas, c'est pas comme ça que je les voyais. Même. Et les lecteurs même. C'est pour ça qu'il faut toujours recommander de d'abord lire le livre avant d'aller voir l'adaptation par quelqu'un du film en cinéma. Du coup, je fais le lien avec le court-métrage qui a été produit à partir d'une des nouvelles de L'ivresse des livres, donc Nagra, c'est un appareil un peu particulier. Le titre de la nouvelle, c'est Nagra. Oui, c'est ça. Voilà. Mais le court-métrage s'appelle L'ivresse des livres. Le court-métrage, alors le réalisateur Philippe Repens m'a demandé s'il pouvait utiliser le titre de l'ensemble du recueil, L'ivresse des livres, qui correspond bien. Qui correspond et qui en plus n'aggrave plus personne aujourd'hui. Les jeunes générations comme vous, encore moins, n'imaginent ce qu'est un agra. Or, un agra, avant que l'enregistrement digital par iPhone ou par dictaphone n'existe,
il fallait s'équiper, lorsqu'on voulait faire de la radio, avec une qualité sonore suffisante, de ce qui s'appelle le Nagra, un appareil très lourd, d'enregistreur à bande, mais avec une qualité idéale, une qualité professionnelle dans l'enregistrement sur le terrain. Ce qui veut dire que toutes les interviews qu'Henri Rohan faisait, par exemple, d'Orson Welles dans un bistrot de Bruxelles, où il a croisé Orson Welles qui allait dans les bistrots plutôt que d'aller là où on l'attendait, c'est avec un Nagra à l'épaule qu'il a fait cette interview. Je la cite parce qu'elle se trouve sur podcast. Mais il y a l'histoire de la manivelle. Alors, la toute première, alors, le Nagra a été inventé par un monsieur qui s'appelle Kudelski, qui est un ingénieur polonais qui a inventé le Nagra. Le Nagra avec deux fonctions lorsqu'il est non mécanique, c'est-à-dire lorsqu'il est électrique, c'est-à-dire une fonction de synchronisation avec la pellicule film lorsqu'on l'utilise en bande sonore d'un film lorsqu'on le tourne. L'enregistrement est synchrone. Il permet de synchroniser le son direct avec le... Et l'autre utilisation, c'est en radio, avec la qualité idéale du son. Et le volet mécanique que vous évoquez, que tu évoques, c'est en réalité un des modèles de Nagra très rares. Donc si quelqu'un en a un exemplaire et qu'il veut s'en débarrasser, je suis un preneur. Qui est en fait un système qui permettait, par exemple, lorsque des documentaristes radio se rendaient dans des pays où il n'y avait pas d'électricité accessible, les piles n'étaient pas accessibles non plus, donc il y avait un moteur, une manivelle qui permettait de remonter mécaniquement, et le moteur permettait d'avoir un déroulé régulier de l'enregistrement. Donc il fallait chaque fois... Mais c'était très court. Alors c'était court, oui, c'était des interviews plus par séquence. Quelques minutes, quoi. Mais c'est un peu comme pour tout. On filmait beaucoup moins longtemps. On choisissait avant de lancer la caméra ou l'enregistreur ce qu'on allait filmer. Alors que maintenant, on peut filmer. Maintenant, on passe plein de temps à faire des montages. Oui, ceux et celles qui font des montages, mais beaucoup, je veux dire, ça a déprofessionnalisé un peu le principe même du cinéma, qui est de choisir dans la réalité, de faire un choix de ce qu'on montre, de comment on l'éclaire, de comment on le raconte. Bon, ça évolue. Ça a évolué. Et je me souviens d'avoir fait, quand je faisais mes études de cinéma à l'INSAS, d'avoir utilisé une caméra qui s'appelle une Bolex. C'était une caméra mécanique avec des rouleaux de pellicule 16 mm de maximum, si je me souviens bien, c'était 4 minutes la bobine. Et on devait remonter la caméra et on ne pouvait pas faire des plans de plus de 15 secondes. Parce que donc ces deux contraintes-là, avec lesquelles on pouvait faire des tas de choses. Mais il faut dire, avant de commencer à tourner le plan qui ne va durer que 15 secondes, je choisis bien le pied où je place le pied de ma caméra. Je regarde dans le cadre ce qui va survenir dans le cadre et je le choisis. Et donc c'est une démarche tout à fait différente qui demande une autre forme de préparation. Et d'être présent vraiment à ce qu'on veut, être clair avec ce qu'on veut faire. Et le choix aussi. Et choisir. Dire je choisis ça et pas ça. Il faut une raison pour laquelle... Et donc pour revenir à Nagra, qui est en court-métrage, c'est vrai que moi j'ai vu le court-métrage avant de lire la nouvelle. Et je pense que j'aurais effectivement bien préféré l'inverse. Ah, il faut toujours... J'aurais dû mettre un... Tu vois, oui, c'est ça. Voilà, oui, non, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une belle aventure. En fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'une de mes nouvelles soit adaptée au cinéma. Celle-ci, Nagra, est adaptée par Philippe Repens, qui est un cinéaste qui est méconnu et n'est pas... À tort. Oui, en fait, non seulement à tort, mais en plus, il y a toute une série de projets qui ont été refusés au financement par les instances publiques qui distribuent l'argent public pour la création cinématographique. Et donc, malheureusement, sur certains projets, dont un scénario que j'ai lu, c'est comme ça que je l'ai rencontré, un scénario de long métrage inspiré d'une nouvelle de Stefan Zweig, pour laquelle j'avais été consulté. Et Philippe Reinhardt, l'homme aux lunettes blanches, m'avait demandé, tiens Jean, est-ce que tu ne pourrais pas le lire pour écrire, si tu le souhaites, une présentation, une lettre de recommandation du scénario par rapport à la nouvelle de Zweig, ce que j'ai fait parce que le scénario est vraiment merveilleusement bien écrit. J'avais vu à cette occasion-là les films précédents de Philippe Repens que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam, donc... et en voyant ces films, je me suis dit, il y a là une plastique, une esthétique. Il a fait des courts-métrages de fiction inspirés par différents arts, la musique, qui est son domaine, l'art, le chant, la photographie, le cinéma, et il n'avait jamais fait la littérature. Et donc, en lisant Nagra,
Il C'était m'a un très demandé beau s'il court-métrage. pouvait le faire. Vraiment. J'ai beaucoup aimé. Et je sais qu'il continue, hein, il tourne là. Hein. Il Il est est dans les sélectionné salles, pour le il est vraiment. moment à Paris Ah oui, dans un festival du court en Dillon et tous les échos qu'on oui. en a sont toujours bons, notamment de Gérard Corbiot, le grand cinéaste du maître de musique, qui était un des rares Belges à avoir été jusqu'aux Oscars à Hollywood, qui a envoyé un très très beau message à Philippe Répène, ce qu'il m'a transmis, Hmm, disant en voyant le film, je suis entré dans un rêve, hmm, je n'ai pas envie de me réveiller. hmm. C'est quand même, Ouais, c'est t'as quand vu même pas l'hommage. mal. Hein. Ouais, c'est chouette. Oui, Et c'est important. l'histoire de la nouvelle et l'histoire du film sont évidemment divergentes parce que voilà, Oui, il faut donner un rythme cinéma à ce qui est une et puis une nouvelle. mise en scène un peu plus. Enfin voilà, on est dans l'image. Oui, oui. Mais il a C'est quand même vraiment- réussi à trouver pour son film qui dure une demi-heure un rythme qui pour moi correspond à ce qu'est le rythme de la lecture lente. Mais il l'a adapté en cinéma. Oui, C'est-à-dire oui, on s'installe, on a le c'est temps. ça. Et le personnage joué par Fabrizio Rongiani Ah oui, est très touchant parce que c'est donc un homme qui apprend, passionné de livres, qui va perdre la vue, c'est ça. et il se dit je vais enregistrer tous les 100 livres qui sont mes livres Ouais, préférés, et il les enregistre avec un agra parce que c'est un Oui. appareil mécanique. Et donc étant aveugle, il pourra manipuler les bandes magnétiques qu'il enregistre, et il pourra manipuler l'appareil qui par ailleurs est très beau comme appareil. Ouais. L'esthétique du film est très très belle aussi, vraiment. Et donc oui, il y a des extensions en fait à tes livres, et je dirais même aussi des extensions en dehors de nos frontières, parce que pas mal de tes ouvrages ont été traduits Oui. en ukrainien, italien, roumain, japonais, espéranto, albanais. Et, et finalement, pour Le Jugement des glaces, qui est donc Le dernier roman, roman. ton dernier roman aux éditions Méo, est-ce que la traduction, c'est encore en cours ou Alors, on en parle, là, on n'en parle pas, je ne sais non, pas. non, il faut en parler, On il faut peut absolument On en peut parler. Ah non, 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 il faut en parler. Donc il y a un Donc, projet de traduction de- en chinois, en turc Ah oui, oui, oui. et en Chinois, bengali. en turc, ça s'est fait, en bengali, c'est fait, Waouh. en albanais, c'est fait, Ah oui. et en chinois, c'est en cours. Comment ça se fait En que chinois, c'est en cours. ces traductions, parce que c'est vraiment dans des langues dont les univers sont pas du tout les nôtres. Hein, Alors, il faut saluer. Donc comment est-ce Ouais. qu'on en arrive à là? Il faut d'abord saluer le travail de Gérard Adam, Oui. qui est le créateur et le directeur de la maison MEO. d'édition MEO, Oui. qui a une énergie qu'il déploie à tous azimuts pour la promotion des livres qu'il édite, notamment la promotion à travers les salons du livre, comme le salon de Francfort, la foire du livre de Francfort, qui est la plus ancienne foire du livre Oui. du monde, qui remonte au XVIe siècle, où on allait échanger des livres, Ouais. des manuscrits, on vendait les droits. Et cette foire de Francfort lui permet d'aller présenter les livres qu'il publie à des traducteurs et à des maisons d'édition susceptibles de s'intéresser à son catalogue. Et c'est là que se nouent les contrats avec les maisons d'édition chinoises, turques, albanaises, qui à ce moment-là achètent les droits à Gérard Adam, et ensuite les publie dans ces langues-là. Alors c'est en même temps quelque chose qui me réjouit, parce que Oui. mon premier recueil de nouvelles, d'ailleurs, était d'abord publié en roumain avant d'être publié en français, pour la petite histoire. Mais là, bon, c'est le hasard qui fait que j'ai rencontré le traducteur, la traductrice plutôt, roumaine, et l'éditeur qui est son compagnon. Et donc, ils ont une petite maison d'édition et ils ont découvert la nouvelle. Et voilà, ils m'ont demandé si... Ouais. là, j'avais tous les droits puisque ça n'était pas encore Elle publié. n'était pas encore publiée. Et donc, je suis toujours très, très heureux dans Ouais. mon côté polyglotte et Ouais. citoyen du monde de me dire, bon, j'écris un livre en français et puis il est Oui. d'abord publié en roumain. Voilà. Et en revanche, autant je suis content et heureux de voir voilà, des nouvelles traductions, en particulier pour la Chine d'ailleurs, où j'ai été faire un long séjour, je donnais des conférences sur la littérature belge dans des universités chinoises, dans les départements de français de Nankin, Pékin et Shanghai. Toujours très bien reçu pour parler en plus d'une littérature belge-française. Donc on a toujours tellement de réserves par rapport à ce que nous faisons, Oui. à ce que nous écrivons, que finalement on n'imagine pas qu'en parlant, c'est vrai que je suis très bavard, donc, on n'imagine pas qu'en en parlant et en présentant la littérature belge très loin de chez nous, on retrouve finalement des échos d'un intérêt qui ne se manifeste pas
Oui, suffisamment oui. chez nous. Oui, Voilà, on c'est un est peu trop, un trop, regret. trop humble, on est... On est peut-être trop attiré par les lumières de la littérature française française, de Paris. on se compare. Ouais. Et voilà, on n'a pas les outils de promotion. Si vous allez dans une librairie, vous avez des colonnes, des tables entières avec les livres dont on parle. Et puis, il y a un petit rayonnage littérature belge, comme si la littérature belge de langue française n'était pas tout simplement littérature. Voilà, on ne met pas littérature. Ça devrait être mélangé, Voilà, en c'est fait, littérature, quoi. par genre et pas par Oui, nationalité. voilà. Mais il y a là quelque chose qu'il faudrait un jour régler par rapport à Paris, Oui, par rapport à la France, mais en se disant pourquoi ne pas ouvrir le champ de la francophonie plutôt que d'essayer de convaincre Paris d'accueillir les écrivains belges, pourquoi ne pas, un oui, peu oui, comme dans l'Iliade, oui. les Réunir, les réunir rassembler. autour du centre et de voir que la périphérie a beaucoup d'éléments à donner et à dire. Alors sur la traduction, je reviens quand même parce que mon grand regret est Oui, d'avoir été traduit, enfin pas d'avoir été traduit dans toutes ces langues, mais malgré toutes ces langues, de n'avoir jamais été traduit en néerlandais. Et donc, alors que là, beaucoup de mes nouvelles se déroulent, notamment à oui, Saint-Idesvald sur la côte belge, je me dis, je regrette toujours de ne pas avoir, parmi tous mes amis flamands, j'ai passé une partie de mon enfance à Saint-Idesvald, aucun n'a la possibilité de lire mes livres dans la traduction en néerlandais, dans sa langue, alors que les lieux dont je parle sont souvent Saint-Idesvald, de bord de mer. Et c'est dû à quoi? Il n'y a pas de connexion. Bon, à Francfort, il n'y a pas d'éditeurs flamands. Alors, Euh, c'est il y a une un, frontière? oui, il y a une vraie frontière, il y a une vraie frontière économique. Si on part du côté flamand pour essayer de comprendre comment la diffusion des auteurs flamands se fait aussi facilement, notamment en français, c'est parce que, et ceci indépendamment de la qualité des auteurs flamands que j'adore, Stéphane Hertmans, Tom Lanois, David Van Rebroek sont d'immenses écrivains, mais techniquement parlant, il est plus facile pour eux d'être lus en français, puisque les services de soutien à la culture et à la littérature en Flandre ont des budgets qu'ils investissent dans la traduction et l'édition en français. Donc quand Gallimard publie Stéphane Hertmans, Gallimard a les frais de traduction qui sont payés par le service public culturel flamand, et à juste titre. Et voilà, Oui, il n'y a pas de critique là-dedans. En ce qui nous constat. concerne, Oui, par contre, communauté française de Belgique, il n'est pas possible légalement d'investir de l'argent de la communauté, d'argent culturel, on va dire, dans des structures culturelles qui sont flamandes, puisque nous avons deux communautés qui s'occupent des affaires culturelles, la communauté flamande et la communauté française de Belgique. La communauté flamande n'a pas besoin de passer par des soutiens de la communauté française de Belgique, puisque les livres passent par Paris et puis reviennent dans toutes les librairies de la francophonie belge. Tandis que dans l'autre sens, il faudrait qu'on trouve un éditeur hollandais pour pouvoir... Mais là, j'en ai parlé avec Stéphane Hertmans à plusieurs reprises, là il dit la situation d'édition aux Pays-Bas n'est pas suffisamment prospère pour pouvoir s'intéresser à des livres dont le succès n'est pas... Enfin, dont l'espace de rentabilité commerciale n'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'un livre belge francophone, s'il n'a comme possibilité de rentabilité économique que le lectorat de Flandre, économiquement parlant, ça n'est pas... on en revient quand même toujours à une logique économique. Il y a une logique économique s'il n'y a pas de logique culturelle publique qui permettrait de le faire. Et la logique culturelle publique se réduit. Oui, aujourd'hui, bien sûr, mais indépendamment de cet aspect-là, qui est un aspect grave et qui est un aspect important, indépendamment de ça, le fait qu'un auteur belge francophone ne puisse pas avoir la possibilité de bénéficier de subsides de la communauté française qui serait donnée à une maison d'édition flamande ou un traducteur flamand, c'est un obstacle. Mais peut-être que ça va se modifier. Oui, parce que c'est quand même au bénéfice de l'auteur ou de la maison d'édition. Et de la littérature, de la notoriété de la littérature belge francophone, belge de langue française. Un jour, il faudra qu'on définisse un peu ce que c'est.
Mais par contre, bonne nouvelle, si elle se confirme, une maison d'édition de la communauté française de Belgique, qui aime beaucoup le livre, le roman publié chez une autre, donc chez MEO, a décidé de le traduire en néerlandais et de le publier à l'intention de la Flandre. Donc, je croise Donc les une doigts. maison d'édition Francophone de francophone, Belgique qui a ok, voilà, qui va aller sur voilà, le marché voilà. flamand. Mais c'est génial, Oui, oui, mais super, pour il le moment, ça faut... n'est pas encore fait. Donc, Non, mais en tout cas, il y a une j'attends intention tout à et fait, mais là, ce serait vraiment il faut bien. des personnes... D'autant plus que ce roman se déroule à Saint-Idesbald, Ah oui, a une préface de Jean-Marie Leclésio, oui, raconte oui, un événement qui est un oui. événement qui finit par être encore actuel de nos jours, alors que le roman a été écrit, le premier manuscrit en 2000. Donc, il y a 26 ans que j'écris la première version du manuscrit qui sort 25 ans après. Et tout ce que j'y ai raconté à l'époque Et reste toujours, actuel. voilà. Ah ben, je te le La souhaite. violence dans l'enseignement, les Ouais. migrants, enfin, c'est Et c'est le... c'est le pavillon- jugement des glaces. Ah oui, le C'est jugement le des roman glaces. Le Jugement Oui, des c'est ça, le glaces. jugement des glaces. Jugement Mais des glaces, qui est un vraiment, roman. je te le souhaite. Ce serait vraiment un beau, une belle continuité Ah oui, moi pour ce roman. je rêve d'avoir ça, de voir dans des librairies, Oui, ne serait-ce qu'à Saint-Idesbald, oui, où il se vend bien en français. oui. Donc la librairie Oscar à Ils Saint-Idesbald, avec attendent qui j'ai là. sympathisé, dit ah oui, monsieur Jonio, oui, oui, on a vendu 25 exemplaires aujourd'hui. Ils avaient sur leur caisse, parce que c'est un magasin de journaux en même temps, donc Oui. ils avaient créé une rubrique spéciale livre de monsieur Jonio, et alors, la fois que j'allais, Oh, c'est il génial. dit ah, on a vendu 10, ah, très bien. C'est gai ça. C'est bien. Ouais, c'est important ce soutien entre tous les acteurs, libraires, Oui. auteurs, éditeurs. On est un petit pays et je crois qu'il faut. Oui, Enfin, voilà, oui. Ah, oui, tout à fait. c'est important ça. Non seulement ça, mais en plus, je pense, depuis mon expérience en tant que président de Pen Club Belgique, Oui. donc Pen Club International organise tous les ans une réunion internationale et on peut rencontrer d'autres centres Pen et donc des préoccupations parfois comparables sur le soutien aux maisons d'édition, la solidarité entre maisons d'édition. Et j'avais un jour proposé, fait une petite étude pour voir si, et il me semble que c'est possible, voir si plutôt que de vouloir éditer des livres et les diffuser hors de nos frontières en francophonie, est-ce qu'il n'y aurait pas un cheminement à suivre qui consisterait à faire des collaborations de coédition au sein de la francophonie. Je prends un exemple concret. Oui. Le roman Le Jugement des glaces pourrait intéresser un éditeur marocain ou un éditeur sénégalais, deux pays de la francophonie, qui aurait les droits de l'éditer et de le diffuser, lui, dans son territoire. Ah Ce oui. qui veut dire que plutôt que d'aller exporter des livres au Maroc ou au Sénégal, de trouver les librairies dans lesquelles un éditeur marocain qui aurait une partie des droits, 50% des droits, et s'intéresse au sujet, il connaît son public, il connaît sa clientèle, il connaît son environnement, pourrait dire, ben voilà, moi le Jugement des glaces, je le prends à ma charge dans mon catalogue pour le rééditer, avec peut-être la préface d'un autre auteur, et comme ça on diffuserait, et dans la francophonie, à l'exclusion de la France. Voilà, tant qu'à faire. Ils n'en ont pas besoin ou Tant quoi? qu'à faire. Non, mais toujours cette idée Dans de faire le connaître. centre avec la de périphérie, faire quoi. connaître. Quelque chose, Alors en France, je ne connais pas très bien le monde de l'édition, mais je sais que par exemple, l'édition Belgique francophone peut être comparée à l'édition dans certaines régions. La région Aquitaine a des maisons d'édition que Paris ignore Ouais. et qui racontent un terroir, qui racontent... Est-ce et là, que- il y a peut-être quelque chose Oui. à explorer. Mais est-ce que ce qui se passe aussi au niveau de Paris, avec notamment l'affaire Grasset, on va dire, ne contribue pas à ce que tout ça est en train de s'ébranler, d'évoluer et qu'on est face à une mutation quand même importante du marché littéraire? Alors l'affaire Grasset n'est que la partie émergée d'un iceberg qui est beaucoup plus glaçant. Dont on a vu la démonstration au Festival de Cannes il y a 2 jours, lorsque le président du conseil d'administration de Canal+, qui finance 40% de tous les films français, dit, puisqu'il y a là 600 signataires qui s'opposent à Bolloré, que Bolloré est devenu mon actionnaire principal, moi, Canal+, je ne travaille plus avec ceux-là. Ce qui veut dire qu'il y a une démonstration en 3 lignes d'une conférence donnée dans un brunch sur la croisette de Cannes, du pouvoir absolu
y compris même en anticipant l'interdiction de films et de projets à venir, l'anticipation d'une mainmise qui est, je vais dire, soviétique ou trumpienne. C'est assez, Oui, c'est vraiment, c'est sidérant, quoi. oui, Il y a une sorte de sidération oui, à voir qu'un homme organise toute oui, la manière dont on va raconter le monde. Parce oui. que c'est ça la C'est ça, littérature et le hein? cinéma, c'est Oui, donner des points de vue complètement oui, différents, oui, oui. divergents, opposés sur la Oui, réalité ça fait humaine. froid dans le dos. Et le Grasset, c'était déjà quelque chose Mhm, d'assez difficile à digérer, surtout le départ d'Olivier Nora, mhm, était vraiment une figure hors norme de la littérature, enfin, figure traditionnelle de l'éditeur. mhm. Et le fait que ce soit maintenant un technocrate qui soit à la tête de Grasset, que ce soit un capitaliste qui a fait sa fortune, si je me souviens bien, dans le commerce du papier à cigarette en Afrique. Donc on est quand même dans une sorte de presque caricature de ce qu'est le capitalisme, où tout d'un coup de l'argent est disponible entre les mains d'un seul homme dans des proportions énormes, Ouais, et que lui peut décider tout seul de ce qu'il en fait. Il achète Canal+, ouais, il achète Grasset, il achète Hachette, ce ouais, qui est peut-être plus oui, grave encore, ouais, parce qu'Hachette, c'est aussi l'édition scolaire. oui, Ce qui veut dire que pourquoi, si il peut décider de ne plus travailler avec certains acteurs, certains ouais, réalisateurs de cinéma, il peut très bien dire, mais moi je veux que maintenant, dans les manuels scolaires qui racontent l'histoire de France, ben, on évacue l'Union européenne, on ouais. évacue la Révolution Le française, pouvoir. on élimine le Condorcet, on élimine tous les grands défenseurs des droits de l'homme dans l'enseignement qu'on donne aux enfants et qu'on parle des bienfaits de la colonie. On en est dans la prise de possession de Hachette par un grand qui s'appelle Bolloré ou qui s'appelle peu importe. C'est le fait qu'un homme seul décide du Il- contenu C'est ça. Il ne s'en cache pas. et sans aucune pudeur. C'est Non, hein. vraiment. On a besoin d'autant plus de se rassembler, de se serrer les coudes, d'organiser les choses autrement. De continuer à écrire, à publier, à raconter, à transmettre, à utiliser effectivement les moyens dont on dispose aujourd'hui, mais avec un message qui est quand même, il faut continuer à raconter des histoires. Oui, C'est notre imaginaire, oui, la capacité que nous avons de raconter et d'inventer des histoires que nous sommes capables de faire comprendre à l'autre. oui. Hein, parce qu'il y a aussi ce processus-là. Quand j'invente une histoire, je sais que cette histoire qui n'existe pas va être lue par quelqu'un que je ne connais pas. Mhm. C'est vraiment comme un dialogue, C'est ça. un dialogue déplacé dans le temps, donc un dialogue à venir, mais dont je ne connais pas Ouais. l'interlocuteur. Et je me dis, quand j'écris une histoire qui met en scène des clochards, si je l'écris à ma manière, je sais que le lecteur, la lectrice, une fois qu'il ou elle aura lu le livre, se dira, mais oui, c'est vrai, dans le fond, maintenant, quand je croise un clochard, je le regarde dans les yeux, je sais qu'il a été un enfant, je sais qu'il ne s'en sortira pas. Euh, et le lecteur, la lectrice le saura, parce que j'ai peut-être réussi à trouver les mots qui touchent le cœur et qui ne touchent pas la raison objective, qui ne touchent pas, oui, mais enfin, ou même les préjugés en disant oui, mais ils ont choisi d'être là, C'est ça. ce sont des hommes libres. Donc tout change à partir du moment où la perception qu'on a du réel passe à travers l'émotion. Mhm. Et l'émotion, c'est à nous, auteurs, puisque vous êtes aussi, tu Ouais, es oui. aussi Ouais, oui, romancière, oui, oui. c'est à nous de réinventer un monde. Et si on nous empêche de le faire, il y a quelque chose. Camus disait, mais dans un autre contexte, une très belle formule. Il disait ne pas nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas écrire de livres sur le monde, c'est aussi ajouter à son malheur, Tout à fait. Oui, 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 oui. en paraphrasant. Oui, oui. Non, c'est très important de continuer à écrire, de se mettre à écrire quand on a des choses à raconter. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écrivains, enfin de plus en plus de personnes qui écrivent. Euh, Parfois, on dit que c'est trop, il y a trop de livres, mais en même temps, c'est ça qui crée du lien. On raconte son histoire à travers les mots, on la transmet, on se relie les uns aux autres, on est dans les réalités des uns et des autres, on apprend mieux à se connaître soi et à connaître l'autre. Lecture, écriture. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec peut-être une petite Oui, nuance que j'aimerais apporter, qui est effectivement, on écrit de plus en plus. Et je pense qu'on peut dire que écrire
ne peut pas se faire si on n'a pas beaucoup lu et si on ne continue pas à lire. Oui. Certains disent, Faut les non, deux. moi je ne vais pas lire, je ne vais pas me laisser influencer par d'autres. Ce qui n'a aucun sens, Non. puisque chaque livre est un prototype. Chaque phrase est un prototype unique. Par contre, lire et se nourrir de lecture permet d'enrichir la manière dont on écrit et l'audace avec laquelle on se permet. On ne va pas écrire simplement, objectivement, un mode d'emploi. On invente des choses. Et le deuxième élément, on a démontré scientifiquement, en utilisant l'imagerie médicale qui est de plus en plus sophistiquée et qui permet de voir les réactions des cellules du cerveau, le cerveau qui nous est inconnu à 95%, mais au moins on peut observer certains éléments. Il a été démontré que les neurones dont les mouvements et les assemblages provoquent l'empathie se développent, s'accélèrent, se nourrissent davantage chez les personnes dont on a fait l'observation médicale, chez les personnes qui lisent, plutôt que chez les personnes qui ne lisent pas, qui lisent des romans, qui lisent de la fiction. Premier élément intéressant. Oui. On peut le deviner, mais là c'est la confirmation. Si je lis un roman qui me parle de la souffrance des soldats de la Grande Armée lors du lendemain du 15 juin 1815, du 16 juin 1815, bataille de Waterloo, si je lis Victor Hugo qui me raconte comment les Thénardier venaient dépouiller les cadavres le lendemain, je vois ce que ça a été, j'ai une émotion qui me permet de comprendre et d'entrer en empathie avec la misère de chacun d'entre eux, plutôt que dans un livre d'histoire où on me dit 200 000 soldats à droite, 200 000 soldats à gauche. Et le deuxième élément qu'on a pu observer avec l'imagerie médicale, c'est qu'au plus les livres que lisaient ces lecteurs étaient des livres de qualité littéraire plus construits, plus élaborés. Il n'y a pas de bons et de mauvais romans, mais on voit ce dont on parle. Si on lit Proust ou Camus ou Victor Hugo, le phénomène de développement de l'empathie était beaucoup plus important. Et s'accélérait. Et beaucoup plus important. Ce qui est quand même... Et ça, c'est au niveau donc, plutôt de la... De l'empathie, capacité d'empathie. De la linguistique, du niveau de langue, de... Qu'est-ce qui fait la... Alors, ce qui fait la différence, c'est que en lisant des histoires qui ne sont pas les nôtres, avec des personnages qui ne sont pas nous, mais qui sont racontés littérairement, c'est-à-dire avec le style, avec la manière qu'ont les grands écrivains de pouvoir replacer le lecteur dans l'endroit où se déroule le récit, cela permet au lecteur de se mettre à la place d'autres personnes que lui-même. C'est la définition de l'empathie. Un jour, j'ai vécu, en lisant un livre, j'ai vécu ce qu'est la souffrance d'un soldat. Donc, je peux comprendre mieux ce qui se passe en Ukraine. Je peux comprendre mieux ce qui se passe chez les Ouïghours. Donc, des auteurs qui parviennent à faire passer l'émotion, à créer des images telles que le lecteur vit le... Mais là, on peut revenir à la définition que j'avais donnée du pacte du lecteur. Oui, c'est l'abandon conscient de l'incrédulité. Oui. Cela veut dire qu'on ouvre aussi sa capacité de recevoir des émotions. Oui. On enlève l'armure, on se dit oui, je vais pouvoir pleurer en même temps que Cosette ou admirer Jean Valjean ou avoir peur dans telle et telle situation. Et ça, c'est l'ensemble d'émotions que la littérature, que l'on lit lentement. Je recommande vraiment l'exercice de lecture lente, moi qui ai beaucoup pratiqué la lecture rapide parce qu'il le fallait. Il y a là une capacité d'emmagasiner des émotions qui sont immédiatement accessibles lorsqu'on est devant une situation qu'on n'aurait jamais vécue. Il y a une très belle phrase de Proust, mais je ne vais pas la réciter, mais dans le petit volume qui s'intitule Sur la lecture, il y a des phrases magiques sur ce fait notamment qu'en quelques lignes, je peux vivre des vies qu'il m'aurait fallu plusieurs vies pour pouvoir les connaître. C'est un peu le fond. Et là, ça veut dire que je peux mieux comprendre, si je lis l'Iliade, je peux mieux comprendre Poutine. L'orgueil, la volonté de vaincre à tout prix, quel que soit le prix humain d'une guerre, peu importe, ça devient une affaire personnelle entre moi et l'histoire. C'est l'Iliade, c'est Achille, c'est... donc on voit les choses autrement, la réalité autrement. Il y a une meilleure compréhension de l'être humain et de ses vicissitudes. Et puis la littérature permet aussi de comprendre ce qui se passe autour de nous différemment. Oui. Si on lit justement sur nos petits écrans où on a des communiqués de presse de 3 paragraphes, ce que lit Trump par ailleurs, il ne lit pas plus, on n'a pas la perception globale et on n'a pas non plus l'instrument
qu'on aurait pu accumuler par les lectures en nous pour resituer ce dont on parle. Donc lisez, écrivez. Et pour en revenir à l'écriture, qui est quand même le fil rouge de tes écrits, j'ai envie de dire. Hein. Tu parles d'écriture. Oui. Le dernier, ou c'est un des derniers, Le dernier en date. Le dernier en date, c'est celui-là. le livre volé, qui est donc sorti au Lion Zélé, avec une préface de Paul Aymon. Oui. Et ce sont des monologues. Il y en a 6. Et j'ai adoré. Moi, tu m'as fait rire. Parce que vraiment, tu nous emmènes. C'est drôle, c'est cynique et lucide à la fois sur. L'ironie douce. L'ironie douce. Le cynisme, ça c'est méchant. Oui, oui. Enfin, c'est méchant comme appréhension du monde. Je ne dis pas que le commentaire est méchant. J'ai trouvé ça amusant, vraiment. Et en fait, ce sont des monologues, mais que tu prévois, que tu mets en scène. C'est prévu pour être joué sur scène, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'en lisant, j'avais envie de me lever et de les réciter. C'est vraiment très... Il y a trois types de lecture possibles. Oui. Il y a, d'abord, ça peut être classiquement un comédien sur une scène de théâtre avec un metteur en scène, un public, Oui. joue les 6 monologues ou un seul. Oui. La deuxième utilisation, puisque chacun des monologues, une fois joué, a une durée de 20 à 30 minutes, suivant la manière dont on va le jouer. Oui. Ça peut aussi être utilisé dans les écoles, en classe terminale, par un professeur qui aurait envie d'aborder certains sujets qui sont les sujets du livre, les sujets des monologues, et soit en le jouant lui, c'est-à-dire en se mettant dans un rôle où, attendez ici, mes amis, vous allez voir ce que c'est un professeur, ou en demandant, tiens, de mon temps, enfin, je déteste cette expression, mais de mon temps, on faisait du théâtre à l'école, à l'Athénée, on jouait des pièces. Et là, c'est aussi une autre possibilité qui est ouverte aux professeurs, c'est de dire, tiens, ben voilà, est-ce que ça vous amuserait? On met en scène des monologues. Ça dure 25 minutes, une fois que c'est presté, et ça ne demande aucun décor, juste la table, la chaise, et vous êtes le public. Et par ailleurs, après, on peut en parler, un peu évoquer les sujets qui sont traités. Et le troisième type de lecture, là, c'est pour les étudiants dans les conservatoires d'art dramatique, où ce sont des exercices. Oui. Un peu comme moi, ma référence, bon, je n'ai peur de rien, c'est les méfaits du tabac de Tchekhov. Oui. Si jamais un jour vous tombez dans une anthologie de Tchekhov sur les méfaits du tabac, c'est un texte, une conférence que le personnage s'apprête à donner sur les méfaits du tabac, et à aucun moment de toute la conférence il ne parle du tabac ni des méfaits du tabac. mais il plante dans un délire, et les comédiens adorent ça parce qu'on peut le jouer de 1000 façons différentes, et ici il y a des cas où plusieurs personnages qui peuvent être joués de cette manière-là. Franchement, je conseille les autres aussi, mais celui-là, le petit dernier, il m'a vraiment beaucoup plu. Mais si des professeurs nous entendent, ou si tu as l'occasion d'en parler à des professeurs, vraiment, moi je viens volontiers présenter le livre dans les classes, leur dire voilà ce que vous pouvez en faire. C'est un beau prétexte pour parler d'écriture. Et aussi de thématiques que vous aviez évoquées dans la présentation, je m'occupe de droits de l'homme, etc. C'est ça. Par exemple, un des monologues est dit par un prisonnier qui se trouve dans une cave ou dans un salon d'une ambassade. On sait qu'il est condamné pour avoir été un lanceur d'alerte. Et ce monsieur, ou cette dame, parce que ça peut être joué par les hommes et par les peu importe, se dit, tiens, mais dans le fond, je vais écrire à l'administration qui me condamne pour un délit qu'il qualifie délit de lanceur d'alerte. Et dans le fond, est-ce qu'ils savent ce qu'est un lanceur d'alerte? Et donc, il commence à écrire sa lettre, puis comme il est tout seul, il l'a dit, il dit, et dans le fond, Henri Dunant, c'était un lanceur d'alerte. Il a créé la Croix-Rouge internationale. Alors, il s'adresse à son administrateur. Est-ce que vous mettriez au fond d'une cellule Henri Dunant, qui a créé la Croix-Rouge internationale, ou Martin Luther, qui s'est opposé au Vatican et à l'autorité papale pour créer la réforme? Et alors, j'en cite toute une série, mais dans un cours, par exemple, on peut étudier la question qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, et est-ce que nous connaissons autour de nous des lanceurs d'alerte qui, à un moment donné, on dit stop, attention, ce que vous faites au niveau de l'autorité publique n'est pas bon pour la société. C'est ça, finalement, un lanceur d'alerte. Alors, il y a ça, il y a aussi un monologue sur les addictions. Et là, je prends l'exemple d'une addiction aux séries télé, mais on peut transposer addiction aux alcools, aux gaz hilarants, au tabac, etc. Mais il y a un jeu au départ qui permet de lancer les choses. Et Paul Aymon qui a fait la préface, Paul Aymon qui est un grand homme de théâtre, adaptateur, magnifique, et donc fort touché qu'il ait fait ça.
j'imagine. Bon, ici, nous sommes dans la bibliothèque communale d'Écosine, Absolument. que tu utilises. Tu fais beaucoup de petites références dans Livre volé, je crois que c'est dans celui-là. Tu parles de Épancine. Oui, alors j'ai des noms, oui, Oui, c'est ça. exactement. C'est comme oui, Jacques oui. de Decker, on le retrouve comme Jacques le Couvreur. Oui, Jacques Leclerc, c'est parce qu'en flamand, de Oui. Decker, c'est le Oui, couvreur ça. de toit. Et Oui, donc, non, tout il à y a fait. plein comme ça Ah de oui, petits ah, clins c'est d'œil bien. amusants. J'aime vraiment C'est bien. bien, Et donc, oui. Écosine, c'est ta Oui, commune. alors Écosine, c'est ma commune. C'est la première fois que je viens dans cette bibliothèque, puisqu'elle n'existe que depuis 3 ans. Elle est magnifique. Alors Écosine, j'ai un lien un peu particulier avec Écosine, qui est celui d'avoir rejeté longtemps Écosine, un peu comme une adolescence prolongée où on ne veut pas reconnaître qu'on a des adultes derrière soi. Et j'en suis revenu à plusieurs reprises de ce préjugé qui, qui trouve ses origines dans des drames familiaux personnels, donc qui n'ont rien à voir ni avec Écosine, ni avec la réalité du lieu, qui est un lieu très, très apaisant, et qui s'appelle d'ailleurs la Cité de l'Amour, donc j'ai découvert ça, c'est lancé. Et donc je retourne maintenant volontiers à Écosine à la recherche finalement de racines que j'ai déjà dévoilées d'une certaine manière dans certains récits où j'évoque quand même Écosine, les carrières, et dans le dernier en date, le petit fascicule, opuscule 1954. Là, je reviens sur une réalité qui est la réalité au début des années 50 du monde ouvrier, du monde de la carrière de Pierre Bleu, qui était la richesse, qui était l'économie et l'activité économique d'Écosine et de la région. Et aussi, j'étais revenu, mais sans consciemment me rendre compte que je revenais à Écosine, avec une petite monographie sur la poésie de Jules Osbocarn, que j'ai eu la chance de connaître. Et donc, on a créé des événements poétiques ici, les lessives poétiques au Château Fort. Enfin, il y a toute une richesse dont finalement j'ai un peu. C'est comme les enfants demandent que les parents les déposent pas devant l'école, mais en retrait comme ça. On les connaît. Ben, en le disant maintenant, je me rends compte que c'est exactement ça. Et puis dernièrement, j'ai rencontré le bourgmestre d'Écosine, Sébastien Deschamps. En fait, j'avais connu 25 ans plus tôt lorsqu'on célébrait les 100 ans du cinéma Le Royal, qui est un cinéma qui m'a fasciné pendant mon enfance. Tout le mystère du cinéma se trouvait dans la gentillesse de Suzanne Delmotte, qui était la créatrice, donc qui était la directrice du cinéma, où j'ai vu quand même quelques-uns des films qui m'ont marqué. C'était encore un film, le grand film, et puis un film au début, avant. Donc on voyait 2 films pour le prix d'un. Il y avait un bistrot sur le côté que j'ai raconté dans une de mes nouvelles, qui a été peint entièrement par le peintre surréaliste local, qui est un grand monsieur, qui est décédé maintenant aussi. Henri Lejeune, qui était un ami d'Armand Simon, un passionné d'Achille Chavet, qui était dans tout le mouvement surréaliste de la Louvière, et qui par ailleurs ses parents tenaient une pompe à essence à Écosine, et lui était le même révolté que moi j'ai été dans mes petits moyens contre le fait d'être dans un village. Voilà, c'était Bruxelles, c'était. Mais quelle vie riche, et donc de rencontres et beaucoup d'écrits. Mais tu as commencé avec tes premiers romans, tes premiers nouvelles ont été publiés en... Alors le premier, Jacques de Decker m'a demandé, non, première chose, Jacques de Decker a créé en 1998, a accepté de succéder à la direction de la revue Marginale, de succéder à Albert Aiguepars. Albert Aiguepars qui avait fondé cette revue en 1944, après la libération, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant l'occupation, il avait cassé sa plume, comme on dit, il n'avait jamais voulu publier rien pendant l'occupation. Et il a créé cette revue littéraire, qui était une revue plus classique de recension de livres, de poésie, etc. Et à la mort d'Albert Aiguepars, Jacques de Decker lui a succédé à l'Académie. Et dans son discours à l'Académie de réception, on rend hommage à celui à qui on succède. Et Jacques de Decker plutôt que de rendre un hommage simplement littéraire, a dit dans le fond, le meilleur moyen de rendre hommage à Albert Aiguepars, c'est de reprendre la revue Marginale, de la relancer, et il a imaginé une autre forme pour la revue Marginale, qui est non plus des recensions littéraires de livres parus, mais de demander à des auteurs, sur un sujet imposé, écrivez une petite nouvelle. Et mes premières nouvelles ont été publiées dans Marginale. Alors pour l'anecdote, comme je connaissais quand même Jacques de Decker, je ne voulais pas bénéficier
une sorte d'accès privilégié, indépendamment de ce que Ouais. j'écrivais. Et donc, il y avait chaque fois dans la revue marginale une échéance. On devait rendre des textes à telle date, sinon c'était plus possible. Donc, je m'étais organisé, lorsque je me suis décidé à envoyer un texte à Jacques, de l'envoyer avec une semaine de retard, mais délibérément. Et donc, je savais qu'il allait devoir dire non, mais il pouvait dire non comme il le voulait, ce n'était pas un obstacle. Et alors, on s'est vu, alors il me dit, Jean, je ne vais pas m'embarrasser parce que ton texte, quand je l'ai lu, j'ai voulu le publier, mais C'est trop tard. pas moyen de le publier. Donc, tu Ah. m'obliges, Jean, à faire un numéro 2 sur le même sujet, qui était la Wallonie. Et donc, il y a deux numéros dans le catalogue de Marginal sur la Wallonie. Le deuxième, Wallonie rêvée, Wallonie, je ne sais plus quel est le titre Ouais. de la revue Marginal. Et dans cette première nouvelle, qui s'appelait Haine en Wallonie, avec le jeu de mots sur le haine, Ah oui. amour, et le fait que je suis né à Haine, Haine-Saint-Paul, c'est ça. la Haine est une petite rivière qui coule dans les environs. Je disais tout ce qui, à l'époque, me déplaisait dans le village des Cossines. Je trouvais qu'il manquait d'universalisme, qu'il manquait... Par exemple, il n'aimait pas les Flamands. Donc, les gens n'avaient pas les Flamands. On disait, pas les Flamands, on leur donne de l'eau, on a les carrières. Et aujourd'hui, avec le recul et un peu Et donc c'est là que ça a commencé. d'expérience, je peux dire, mais bon, finalement, Oui. plutôt que de dire, je rejette cette attitude-là, je préfère aujourd'hui dire, dans le fond, d'où vient cette attitude-là? Qu'est-ce qui nourrit le fait qu'il y ait cet antagonisme presque viscéral à l'égard des Flamands, Ah ouais. et ça n'a aucun fondement. Ça a des fondements, mais il faut explorer les fondements plutôt que de dire, voilà, de condamner, je rejette tout. Ouais. Et donc voilà. Et c'est là que donc a commencé ta carrière d'écriture. La première publication dans cette revue marginale, puis après les recueils. Ouais. Et là, on est en 2005, donc il y a 20 Oui, ans. ouais. Mais auparavant, j'avais une vie professionnelle qui ne me donnait pas le temps. Tout à fait autre chose. Voilà, et pas dans la littérature, pas dans la... Dans le cinéma. Dans le cinéma. Dans le cinéma, donc, dans le cinéma et le cinéma européen. Donc c'était, à nouveau, on s'était sortir entrer dans un environnement qui était plus multiculturel, multilingue et pas multinational, plurinational. Ouais. Et là, c'est toute une autre histoire. Ouais. Et le premier texte que j'ai donné à lire, et qui m'a valu le prix Mont-Blanc, les stylos Mont-Blanc de la culture, est en fait un poème que j'ai réédité dans le recueil de poèmes qui s'appelle Lisière, et que j'avais écrit à la naissance de mon fils Julien, enfin pas tout à fait à la naissance, 2 ans après. Il devait faire des exercices de kiné, etc. Donc j'étais dans la salle d'attente, attendre que la séance soit terminée pour Julien, et en feuilletant les magazines, comme quoi il faut toujours feuilleter, lire, je vois une annonce pour un concours littéraire de la Fondation Mont-Blanc de la Culture, dont le premier prix était un stylo. Donc je me dis, pour un stylo, je veux bien faire un effort. Il fallait écrire un texte sous forme de lettres, écrite avec un Mont Blanc. Pas de Mont Blanc, je n'ai pas les moyens d'avoir un Mont Blanc, donc j'ai falsifié le processus en prenant un bête stylo et en écrivant ma lettre. Et finalement, j'ai été très, très heureux de recevoir non pas le premier prix, mais le deuxième prix, qui était un bas-relief en bronze de Salvador Dali. Et donc je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas, c'est bien, voilà. C'est bon, ça te... Mais alors que c'est finalement, c'est ce genre de texte très court, mais qui vient très spontanément, parce que justement, on a été au préalable nourri par beaucoup de lectures. Bien. Et voilà. Donc... Un beau mot de la fin, ça. Ah. On a été nourri par beaucoup de lectures. Oui, tout à fait. Pour écrire. Oui, continuons à lire. Et oui, et à écrire. Et merci vraiment infiniment pour cet échange passionnant. Merci de m'avoir donné la parole, avec tous les risques que ça représente au niveau de la longueur du propos. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Laurence.